Donc nous allons voir, on va faire en fait deux gros cours d'une heure ou un peu plus d'une heure chacun. Un premier sur la technique d'acquisition et l'écho-anatomie de l'appareil urinaire. Je commencerai par un rappel anatomique et je continuerai par des considérations techniques, les objectifs de l'échographie d'acquisition, les protocoles d'acquisition avec les protocoles, je veux dire, les techniques d'acquisition des images pour l'étude des reins et de la loge rénale, pour l'étude des urtères, de la vessie et de la prostate, entre guillemets, dans la mesure où c'est pas vraiment une étude de la prostate qu'on va faire, que vous ferez, mais plutôt une étude du retentissement d'une éventuelle hypertrophie prostatique. Et puis on verra l'écho-anatomie, les mensurations, les variantes du normal de l'appareil urinaire. Le deuxième cours que l'on verra après peut-être une courte pause, c'est la pathologie, et on suivra les objectifs, diagnostic d'une dilatation, dépistage d'une masse rénale, d'une tumeur du rein, et la liste d'objectifs qui est connue de vous maintenant. Alors, rappel anatomique, je vous propose de voir rapidement, parce que je pense qu'il y a quand même un prérequis que vous connaissez sur l'anatomie de l'appareil urinaire. D'abord dans le cadre de votre formation initiale, je pense que c'est des choses qui ont été vues. Et puis dans l'exercice du métier de manipulateur, finalement, l'anatomie telle qu'on la voit en urographie, en scanner, en IRM, n'est pas différente de celle elle est différente de celle qu'on va voir à l'échographie. Il y a une base anatomique que certainement vous avez bien intégrée, que vous mettez en application tous les jours pour faire de l'imagerie dans d'autres domaines que l'échographie. Donc on va voir l'anatomie, quelques rappels sur les reins, l'appareil excréteur supérieur, le sinus, le parenchyme des vaisseaux intrarénaux, et puis on dira un mot sur la vessie. Alors voyons tout de suite ce rappel anatomique. Alors ça c'est un rappel anatomique topographique. Je vous rappelle que les reins se situent dans le rétropéritoine, donc en arrière, dans cet espace rétropéritonéal, de part et d'autre du rachis, c'est des gros vaisseaux du rétropéritoine médian, que sont l'aorte et la veine cave inférieure qui sont ici. Vous voyez très bien les vaisseaux des pédicules des deux reins, les veines, et les artères qui partent de l'aorte que l'on ne voit pas ici. Au-dessus du pôle supérieur des reins, intimement proche du pôle supérieur des reins, on a les glandes surrénales, à droite et à gauche. Vous en avez un exemple ici. Et ces reins, vous le savez, ont une orientation particulière. Ils sont obliques vers le bas et en dehors, et vers le bas et en avant. Ils suivent en fait l'inclinaison du bord antérieur du muscle psoas, en avant duquel il se trouve dans une loge rénale qui est remplie de graisse adipeuse. Vous en avez la représentation ici sur une image que vous connaissez, je pense tous assez bien, d'urographie intraveineuse. On voit très bien le néphrogramme du parenchyme rénal autour de son appareil excréteur. L'appareil excréteur du rein, il faut bien le connaître. Vous verrez tout à l'heure que dans l'étude échographique des urtères et de la voie excrétrice supérieure, on va l'étudier par segments, et tous les segments ne sont pas d'ailleurs explorables en échographie. Cet appareil excréteur de l'urine, produite par la filtration glomérulaire dans le parenchyme rénal et les néphrons, commence par ce que l'on appelle l'appareil collecteur, qui est ici, qui est composé des calices et des tiges calicielles. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Cet appareil collecteur s'est réuni au niveau du bassinet, ou pied long, à la suite duquel on va trouver l'urtère, qui va descendre dans le rétropéritoine jusqu'au niveau de sa jonction avec la vessie, où il forme un méa urétéral, où est expulsé les jets d'urine provenant du rein dans le réservoir vésical. Alors on distingue plusieurs portions à cette urtère. Anatomiquement, je dirais chirurgicalement, on va distinguer l'urtère entre les lignes plus épaisses, l'urtère lombaire, depuis la jonction pyélo-urétérale jusqu'au promontoire, ici, osseux. Une deuxième portion, c'est l'urtère présacrée, qui se trouve en avant du sacrum. Elle est assez particulière, cette portion de l'urtère présacrée, parce que c'est celle qui est le plus en avant, anatomiquement, puisque la portion lombaire va suivre le bord antérieur du psoas, qui est incliné vers l'avant et vers le bas, et au niveau de son segment présacré, elle va se retrouver très en avant, anatomiquement. Et puis après, elle va repartir vers l'arrière et en dehors, pour former la troisième portion de l'urtère, qui est la portion pelvienne de l'urtère, juste après la grande échancrure sciatique, après la portion présacrée. D'accord ? Portion lombaire, portion présacrée, portion pelvienne. Et puis la portion pelvienne se finit
au niveau du meilleur urétéral. Et vous devez savoir que le tout dernier, l'extrémité de l'urtère, le centimètre et demi de la fin de l'urtère, se trouve inclus dans la paroi vésicale. L'urtère a un trajet oblique dans le muscle vésical, ce qui vous donne ce mécanisme d'anti-reflux. Lorsque le muscle vésical se contracte, il écrase le dernier centimètre de l'urtère qui se trouve dans la paroi musculaire, ce qui évite à l'urine de refluer vers le rein. C'est le système anti-reflux naturel que l'on a au niveau de la jonction urétéro-vésicale. Alors pourquoi je vous donne ça en détail? Parce que vous verrez qu'en échographie, on peut étudier l'urtère, on peut étudier surtout l'urtère distale intramurale. Et puis entre les lignes pointillées fines et épaisses, entre ces deux lignes-là, et ça c'est plus une description, je dirais, anatomique, adaptée à l'étude échographique des urtères, on peut distinguer l'urtère que j'appelle l'urtère sous-piélique. Ce sont les premiers centimètres de l'urtère, et anatomiquement, pour moi, vous voyez, on les repère grâce au pôle inférieur du rein. En fait, c'est la portion d'urtère lombaire qui se trouve en regard du pôle inférieur du rein. C'est très important parce que c'est grâce au pôle inférieur qu'à l'échographie, vous aurez accès à cette portion d'urtère sous-piélique, proximale de l'urtère lombaire. Deuxième portion, c'est l'urtère lombaire, qui fait suite au sous-piélique. Puis l'urtère présacrée, et je dirais même sacro-iliaque, qui va croiser par en avant le pédicule vasculaire iliaque, et qui là aussi est un repère anatomique qui va être utilisé en échographie pour rechercher un urtère dilaté. Portion sacro-iliaque de l'urtère. Ensuite, vous avez une portion pelvienne qui est ici, que l'on aura beaucoup de mal à voir en échographie. Une deuxième portion pelvienne qui est rétro-vésicale, donc les derniers centimètres de l'urtère dans le pelvis, qui se trouvent en arrière de la vessie, sont intéressants à connaître parce qu'on va pouvoir l'étudier vessie pleine, la vessie servant de fenêtre acoustique. Et puis enfin la toute dernière portion, qui est donc la portion intramurale, qui est ici, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, qui se trouve dans la paroi vésicale. Vous verrez que toutes ces portions, tout ce vocabulaire, on les utilisera tout à l'heure pour vous indiquer quelle est la technique d'exploration des urtères. Alors je vous ai souvent mis des images issues du scanner ou de l'urographie pour faire un peu la corrélation avec les images échographiques. Là vous avez une pièce de macroscopie rénale, c'est un rein coupé selon son axe bivalve en coupe longitudinale. Et vous voyez que dans un rein sur une coupe macroscopique, à l'œil, en fonction de la couleur et de la texture du tissu rénal, on distingue trois grandes régions. D'abord deux grandes régions, une couronne de parenchyme rénale, qui entoure une zone centrale qu'on appelle le sinus rénal. Vous voyez que la couronne de parenchyme est composée de deux tissus, un tissu plus clair que celui-ci, c'est la corticale ou le cortex rénal, qui est en superficie, et qui va former ici des colonnes de tissu cortical également entre ces deux zones, qu'on appelle ici les pyramides de Malpighi. Je pense que vous connaissez plus ou moins tous cette anatomie. Et ces pyramides de Malpighi, c'est la médulaire du rein. Donc on distingue la corticale, qui forme des colonnes, et la médulaire, qui va former ce qu'on appelle les pyramides de Malpighi, dans la partie profonde du rein, sous la forme de ces différentes pyramides qui ont une forme grossièrement triangulaire à base externe. Médulaire, cortex. Cortex, médulaire. Et au centre, on a le sinus, avec ce qui est en jaune du tissu adipeux et conjonctif, qui emballe, qui enrobe tous les éléments du sinus, c'est-à-dire tous les éléments canalaires, l'appareil collecteur dont on a parlé tout à l'heure, les calices, les artères, les veines, les lymphatiques et les nerfs du rein arrivent par le hile rénal et vont se distribuer dans le sinus avant de pénétrer dans le parenchyme rénal, entouré par du tissu adipeux, c'est le sinus du rein. Ce sinus donc contient l'appareil collecteur. Vous voyez que chaque calice va s'emboîter sur l'extrémité de la médulaire qui est ici, qu'on retrouve ici. Cette extrémité de la médulaire, qui est le sommet de la pyramide de Malpighi, c'est ce qu'on appelle la papille. D'accord ? Cette papille va excréter l'urine dans le fond de calice qui s'emboîte sur cette papille. Donc chaque papille est reliée à un calice qui s'emboîte et qui se trouve dans le sinus du rein. On y trouve donc des vaisseaux artériels, veineux, des lymphatiques, des nerfs, comme je vous l'ai dit. Et un petit rappel sur les vaisseaux. Les artères et les veines qui arrivent au niveau de l'huile vont se diviser en des branches principales. Et quand vous voyez des vaisseaux dans le sinus du rein, vous devez l'appeler des artères ou des veines interlobaires.
des artères ou des veines, excusez-moi, lobaires ou segmentaires. Donc un vaisseau qui se trouve dans le sinus en échodoppler, c'est un vaisseau lobaire, qui va se diriger vers un lobe, artère et veine lobaire. Dès que ces vaisseaux se ramifient et pénètrent dans le parenchyme, à partir de là, à peu près à la hauteur de la papille de la médulaire, on parle de vaisseaux, artères et veines interlobaires, de part et d'autre d'une colonne de Bertin, le long de la médulaire. Interlobaire, le long de la médulaire, dans le parenchyme. Et au niveau de la base de la pyramide de Malpighi, ces vaisseaux interlobaires qui ont initialement une distribution radiale perpendiculaire à la surface du rein, c'est important à retenir pour des raisons techniques, tout à l'heure on le verra, vont donner les vaisseaux arqués qui ont une distribution qui se rapproche d'un sens à peu près parallèle à la surface. Hein, on voit très bien ici, veine lobaire, veine arquée. Et de ces vaisseaux arqués au niveau de la jonction cortico-médulaire, à la base de la pyramide, partent des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux interlobulaires. Artères lobaires, interlobaires, arquées et interlobulaires. Et c'est de ces artères interlobulaires que vont se distribuer les artères glomérulaires qui vont former le petit peloton artériel dans chaque glomérule où va être filtrée l'urine, pour aller après être collecté dans ce glomérule et passer dans le néphron. D'accord? Alors voilà une coupe ici de rein qui vous montre cette distribution vasculaire, la médulaire qui est ici, là, ou là, le cortex. Et regardez bien ce lobe ici. Un lobe est composé d'une pyramide de Malpighi et de la zone de cortex qui est en regard. Ce lobe-là, on en a fait un agrandissement ici. Et cet agrandissement vous montre la micro-anatomie du tissu rénal, du parenchyme rénal. Elle est faite donc de cortex ici et de médulaire. Dans la médulaire, vous voyez, on a des vaisseaux qui sont droits, qu'on appelle les vasa recta, et on a des parties du néphron, du tube, qui va collecter au niveau du glomérule l'urine et faire transiter l'urine jusqu'au calice. C'est d'une part le tube collecteur, qui est la partie finale du néphron, et puis vous avez certainement entendu parler des anses de Henle, qui sont des portions du néphron. Il y a le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal, puis après le tube collecteur. Eh bien, ces anses de Henle également plongent dans la médulaire. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez tout de suite la différence entre le cortex et la médulaire. À savoir que dans le cortex, vous avez les glomérules, en très grand nombre, plusieurs millions dans chaque rein, les tubes contournés, proximal et distaux, et c'est dans la médulaire que vous allez trouver des parties de néphron qui vont avoir une orientation très rectiligne le long des vasa recta. Donc les artères, les veines de la médulaire, les anses de Henle, les tubes collecteurs sont tous parallèles les uns aux autres, contrairement à la distribution du tissu et notamment des éléments fonctionnels du cortex qui ne vont pas avoir cette distribution particulière de la médulaire. C'est ce qui explique que la médulaire aura une écostructure, donc une capacité à renvoyer le faisceau ultrasonore différente de celle du cortex. Parce que l'orientation des éléments de la médulaire est très particulière, elle est radiaire et parallèle, contrairement au cortex. Donc moins d'écogénicité, moins de réflexion du faisceau ultrasonore à partir de la médulaire. Vous en avez déduit, bien sûr, que la médulaire sera donc hypoécogène. Et puis un dernier mot sur la microperfusion rénale, que vous avez ici sur une pièce injectée. Vous devez savoir que le rein, c'est 20% du débit cardiaque. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui va filtrer le sang pour fabriquer l'urine, il doit épurer le sang, donc gros débit de perfusion, et que entre la médulaire et le cortex, il y a une grande différence. Le cortex, c'est plus de 80% du volume sanguin circulant dans le rein, du débit sanguin, alors que la médulaire, c'est de l'ordre de 10%, 10-15%. Donc la médulaire, avec ses vaisseaux qui sont nombreux et qui sont rectilignes, a un débit sanguin bien plus réduit que le cortex, ce qui explique aussi. Et des vitesses circulatoires, une pression de perfusion bien moindre. La pression de perfusion dans le rein est complètement contrôlée de façon à privilégier une pression de perfusion beaucoup plus élevée au niveau du cortex pour assurer la filtration de l'urine au niveau des glomérules. D'accord? Alors que dans la médulaire, cette pression est beaucoup plus faible. Le rapport est pratiquement de 1 à 5. C'est pour ça que la médulaire est très sensible à l'ischémie. On peut faire des nécroses de la médulaire. Et on peut faire aussi des nécroses du cortex d'ailleurs.
Et c'est pour ça qu'en Doppler couleur, on le verra tout à l'heure, on ne voit pas de vaisseaux dans la médulaire, alors qu'on les voit dans le cortex. D'accord? Un dernier mot maintenant sur la vessie. Donc les uretères, je vous ai dit, arrivent en bas, ils vont pénétrer dans la paroi vésicale et avoir un trajet intramural dans la paroi vésicale jusqu'au méa urétéral. Vous voyez tout de suite que quand on regarde cette vue ouverte de la vessie, on voit deux portions, une partie qui a un certain relief, qu'on appelle le détrusor, c'est le muscle vésical. La paroi de la vessie est musculeuse, elle s'appelle le détrusor. Il y a une zone qui est un peu différenciée, qui est triangulaire, dont la pointe est au niveau du col de la vessie, la base est en arrière, et les sommets à droite et à gauche représentent les méa urétéraux. C'est ce qu'on appelle le trigone, qui est plus épais que le détrusor, anatomiquement et sur l'échographie, et qui a une fonction particulière qui va se contracter, se redresser en fin de mission. Au niveau du sommet droit et gauche de ce trigone, on voit les méa urétéraux. Et vous voyez, ce trigone va engendrer un relief particulier du plancher vésical. C'est important à connaître. Ça vous permet de comprendre qu'en échographie, quand vous rechercherez un uretère intramural, les uretères intramuraux, vous commencerez par repérer ce relief du trigone au niveau du méa urétéral, on le reverra tout à l'heure. Je passe bien sûr sur la prostate et les voies séminales et les testicules qui ne font pas partie de vos objectifs, simplement pour dire que la prostate se situe autour du col vésical, juste sous le plancher vésical, et que son hypertrophie va modifier la configuration du plancher vésical, va refouler vers le haut le plancher vésical, et on peut avoir une hypertrophie un peu particulière de la prostate qui va modifier la forme de la vessie en échographie et qu'il faut savoir reconnaître, on le reverra à la fin de l'exposé suivant. Et là, c'est une vue endoscopique de méa urétéral qui vous montre bien ce relief de la muqueuse urétérale au niveau du méa et du segment intramural de l'urétère. Considération technique, très rapidement, c'est un objectif de tronc commun. Vous utilisez une sonde de type abdominal, barrette courbe, fréquence large bande de 3 à 5 MHz. Vous allez utiliser le mode B, le Doppler couleur et pulsé. Retenez bien que l'échographie de l'appareil urinaire, plus particulièrement des reins, est un examen dynamique, car les reins sont mobiles avec les mouvements de la coupole diaphragmatique et les mouvements respiratoires. Il faudra donc les immobiliser en apnée pour faire une image de bonne qualité, non artefactée par des mouvements, des artefacts de mouvement quand vous ferez des images, et puis quand vous étudierez finement votre rein. Mais ces mouvements respiratoires peuvent être également utilisés pour dégager des portions de rein difficiles à explorer, comme les pôles supérieurs ou inférieurs, en inspiration profonde, afin d'abaisser le pôle supérieur et de le dégager d'une superposition du gris costal, par exemple, ou au contraire en expiration pour que le pôle inférieur soit vu un peu plus haut et le dégager d'une superposition colique, par exemple. Donc, examen dynamique, utilisez les mouvements respiratoires et bien sûr toujours demander les apnées avant de prendre des images. Objectifs généraux de l'échographie d'acquisition dite urologique. Eh bien, objectif, c'est l'étude morphologique des reins, c'est l'étude morphologique des voies urinaires, on verra dans quelles conditions. C'est l'étude du flux artériel intrarénal. Je pense que, et c'est peut-être pas très lisible dans les objectifs qui sont publiés sur le site, je pense que l'étude du flux artériel intrarénal est un objectif de l'échographie d'acquisition. Probablement pas aujourd'hui l'étude de l'artère rénale et la recherche d'une sténose de l'artère rénale dans les bilans d'hypertension. Mais par contre, l'enregistrement d'une artère intrarénale, on verra à quel endroit, et le calcul de mesure d'indice de résistance, pour moi, fait partie de vos objectifs. Et dans certaines indications, doit être faite systématiquement. D'accord ? Bien sûr, les reins natifs, mais aussi les reins transplantés. Moi, je tiens particulièrement, d'ailleurs, dans mon équipe, parce que les reins transplantés fassent partie des objectifs de l'échographie d'acquisition. Bien sûr, dans leur suivi semestriel, systématique, probablement pas dans des indications plus complexes, d'anurie post-greffe, d'insuffisance rénale aiguë, ou autres complications qui, là, seront probablement plus facilement débrouillé en première intention par le radiologue, mais encore une fois, tout ça est évolutif et va certainement évoluer dans le cadre de votre pratique. Ce qui n'appartient pas aux objectifs de l'échographie d'acquisition, car il faut le savoir, le Doppler des artères rénales n'est pas dans vos objectifs, l'examen, une étude fine de la prostate, une étude d'ailleurs tout court de la prostate morphologique, qui doit se faire par voie endorectale, l'échographie de la prostate par voie suspubienne, ça n'existe pas, ça n'est pas dans vos objectifs.
Et l'étude des voies séminales du contenu scrotal non plus n'est pas dans vos objectifs aujourd'hui dans le programme qui a été conçu au plan national. Technique d'examen, on y arrive. Maintenant, après ces rappels, on va procéder par commencer par les reins et on va faire rein droit, rein gauche. Le rein droit, vous avez une vue de scanner ici qui vous montre, qui vous schématise des incidences en échographie au niveau du rein droit, au niveau du rein gauche. Vous voyez tout de suite que les reins, il est logique de les aborder par voie postéro-latérale ou éventuellement latérale à droite, mais vous voyez que le rein gauche, par exemple, toute cette partie de l'abdomen sera très inadaptée à son étude, puisque vous voyez qu'on a l'estomac, on a du côlon, avec de l'air dans ces structures digestives qui va masquer le rein gauche par voie antérieure ou antérolatérale. Donc commençons par le rein droit. Le rein droit sera étudié par un abord latéral, le plus souvent, ou antérolatéral, utilisant une fenêtre acoustique. Vous savez qu'en échographie, on l'a vu au tronc commun, on est toujours dans la recherche de fenêtres acoustiques, d'éviter d'avoir sur le trajet d'ultrason des structures qui vont gêner l'étude, l'air, l'os. Donc on cherche des fenêtres acoustiques, un espace intercostal, une région de l'abdomen où il n'y aura pas de gaz dans l'intestin. Eh bien, pour le rein droit, c'est l'abord antérolatéral et latéral qui seront privilégiés. D'accord? On peut être amené parfois à mettre la sonde un peu plus en arrière. Donc en fait, moi ce que je fais, je pense que ce que je recommande de faire dans l'étude des reins, c'est de commencer à placer le malade sur un décubitus latéral gauche. Comme ça, vous avez toute possibilité de mettre la sonde sur le flanc gauche, un peu en arrière, ou plus particulièrement en avant, en transhépatique, pour étudier le rein droit, pour étudier le rein droit. On peut bien sûr utiliser les incidences intercostales entre les derniers espaces intercostaux pour étudier le pôle supérieur, surtout lorsque les reins sont situés assez haut, sous le vent costal. Pour le rein gauche, les voies d'abord sont plus souvent latérales ou postérolatérales. Alors rien n'est figé, c'est plus souvent latéral ou postéro-latéral qu'on va plus facilement étudier le rein gauche. Il arrive quand même, rarement, mais ça arrive, que par voie antéro-latérale, alors qu'on pense qu'il va y avoir le côlon, on arrive à mieux dégager un rein gauche. Donc si vous n'y arrivez pas par voie latérale, et qu'en glissant la sonde en postéro-latéral en première intention, vous n'arrivez toujours pas à bien dégager ce rein gauche, n'hésitez pas à essayer de passer un peu plus en avant, parfois ça marche. Bien sûr, tout ça doit se faire en inspiration profonde, souvent c'est bien utile pour dégager le rein, mais pas toujours, mais vous pouvez commencer en inspiration profonde, qui va vous permettre de dégager plus facilement dans certains cas des rapports coliques qui vont gêner l'étude du rein. Et en inspiration profonde, on peut abaisser l'angle colique, ça peut dégager le rein, mais parfois le rein va se trouver masqué par le côlon en inspiration profonde, et c'est l'expiration qui sera plus utile. Donc vous voyez, un examen doit être dynamique, tout doit être essayé. Là, ce ne sont que simplement des abords, des incidences qui sont plus souvent efficaces, mais il n'y a pas de règle. Il faut, quand on n'y arrive pas, essayer toutes les incidences latérales, antérolatérales possibles. L'étude des reins, la voilà. Maintenant, on va parler des mensurations rénales. Comment est-ce qu'on mesure un rein? Alors tout d'abord, est-ce qu'il faut mesurer 2, 3 dimensions rénales? Ce qui aujourd'hui est recommandé, c'est de mesurer une dimension rénale. C'est la plus grande distance bipolaire du rein. La plus grande distance bipolaire. L'épaisseur du rein, antéro-postérieur, la largeur du rein latéral, transversal, sont des mesures qui ne sont pas utiles. Elles restent faites par un certain nombre de praticiens, y compris les radiologues, mais elles ne sont pas utiles car elles sont l'objet d'une très grande variabilité inter-individuelle et même intra-individuelle, une variabilité telle que ne sont pas reproductibles. La meilleure mesure, même si elle n'est pas très reproductible non plus, c'est la plus grande dimension bipolaire du rein. Il est important de s'y reprendre à plusieurs fois. Vous voyez sur ce schéma, sur cette reconstruction scanographique d'un rein en coupe coronale, qu'en fonction du plan de coupe et de son obliquité, vous risquez de minimiser cette plus grande dimension bipolaire. Il faut bien trouver l'axe de plan de coupe qui va vous donner la plus grande dimension bipolaire. Donc vous répétez la mesure 2 à 3 fois, surtout si votre première mesure n'est pas normale. En particulier, c'est inférieur à 11 cm, voire à 10 cm. Donc reprenez-la plusieurs fois pour vous assurer que ce rein est bien un petit rein et vous n'avez pas fait une erreur par défaut. Vous faites toujours des erreurs par défaut, jamais par excès. Donc si vous faites 2 mesures, une mesure à 10, une mesure à 12, c'est la mesure à 12 qui est la bonne mesure, bien entendu.
Vous en avez un exemple ici sur cette diapositive. Les mensurations rénales, voilà, les normales, c'est 11 cm, plus ou moins 2 cm, mais là aussi, très grande variabilité interindividuelle, en particulier liée à la taille du patient et même au sexe du patient. Il y a une très faible corrélation avec le volume rénal de ces plus grandes dimensions, donc c'est pas une bonne mesure du volume rénal, mais c'est l'outil de communication que l'on a avec nos collègues cliniciens. S'il y a une dimension à donner, c'est la plus grande dimension musculaire et pas autre chose, car, et vous le voyez sur cet exemple, vous voyez que la largeur du rein, qui est ici, ou l'épaisseur du rein, je les ai mesurés ici sur 2 coupes de scanner, je les ai reportés ici. Regardez la plus grande dimension bipolaire, vous voyez, entre les deux reins, il n'y a pas de différence. Regardez ici, entre ces deux reins normaux, droite-gauche, vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que les reins ont une forme très variable, surtout dans leur épaisseur et dans leur largeur. Vous voyez, ce rein est un rein qui a une forme tout à fait différente de celle-là. Celui-là est bien allongé, celui-là est un peu trapu. Vous imaginez bien que là, la plus grande dimension en largeur sera excessivement importante par rapport à un rein d'une forme différente. Et donc, vous voyez que ça n'a pas de valeur, ça n'est pas reproductible. Donc, oubliez l'épaisseur et la largeur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui mesurent ces dimensions? Oui? Voilà. Je pense que ça ne sert à rien de les mesurer parce que je crois que les néphrologues et les cliniciens qui lisent les comptes rendus que vous faites, qui sont contresignés par vos médecins, à mon avis, n'y attachent pas une grande importance si vous regardez la plus grande dimension bipolaire. Donc vous avez gagné le temps de 2 mesures sur vos protocoles d'examen, fois 2, puisqu'il y a 2 reins en général. Pardon? J'ai pas dit qu'il fallait pas prendre l'image de la coupe transversale. Mais la mesure, je pense, je n'ai jamais de ma vie, ça fait un certain temps que je fais des échographies rénales, mesuré d'épaisseur et de largeur de rein. Jamais, toute ma carrière de radiologue jusqu'à aujourd'hui. Personne ne m'a fait de remarques. J'ai travaillé avec pas mal de néphrologues, vous voyez. L'épaisseur du parenchyme. Alors là, c'est un peu pareil. Je suppose que vous mesurez l'épaisseur du parenchyme. Là aussi, très très grande variabilité. Ça n'est pas du tout le reflet de la fonction rénale. Vous savez bien que la fonction rénale, pour le lire sur des demandes d'IRM et de scanner, on la mesure autrement. C'est vrai que ça se fait, et c'est utile à faire dans certains cas, dans le suivi d'hydronéphrose chronique, d'uropathie obstructive chronique, surtout congénitale, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Là, on a une idée de la façon dont peut éventuellement évoluer l'atrophie d'un parenchyme rénal dans un rein très dilaté, chez un malade qui a une neuropathie chronique, traitée chirurgicalement ou non traitée, et dont on suit le retentissement sur la trophicité du cortex. Mais c'est bien entendu pas comme ça que le néphrologue va juger de la fonction de ce rein opéré. Il a d'autres moyens, d'autres outils pour mesurer de manière beaucoup plus précise cette fonction rénale. Donc finalement, la mesure d'épaisseur du parenchyme n'a pas un grand intérêt. Je peux vous dire que je pense que, je ne veux pas dire que je l'ai jamais mesuré, mais c'est pas loin. Et en plus, regardez cette vue. Il existe une variabilité dans vos propres mesures sur le même rein qui est considérable. Où allez-vous mesurer l'épaisseur de ce parenchyme? Ici, là, alors en tout cas sûrement pas au niveau de la médulaire, ça c'est clairement recommandé. Il faut la mesurer au niveau d'une colonne de Bertin, mais il faut la mesurer au niveau d'une colonne de Bertin qui n'est pas hypertrophiée, qui n'est pas en retrait par rapport au sinus. Alors celle-là, vous avez ici 5 mesures, toutes sont différentes, avec des ratios de l'ordre du simple double. Donc dites-moi quelle est la bonne mesure d'épaisseur de parenchyme sur ce rein. Personne ne pourra me le dire, donc ça n'est pas d'un grand intérêt. On ne mesure pas l'épaisseur du parenchyme rénal quand on fait une échographie rénale, sauf dans des circonstances particulières et rares, en écho-pédiatrique particulièrement, et Jean-Nicolas Daché n'est pas là, heureusement, parce que je pense qu'il m'aurait interrompu. Je sais que les radiopédiatres utilisent pas mal les mesures quand même pour le suivi non irradiant d'enfants qui ont des certain nombre de jonctions et autres mégaurtaires, mais en tout cas, en imagerie adulte, ça ne se fait pas parce que ça n'a pas d'intérêt et c'est trop variable et pas reproductible. Écho-anatomie du parenchyme rénal. L'écho-anatomie du parenchyme rénal, je vous l'ai dit tout à l'heure, la médulaire, le rein, ça n'a pas du tout la même micro-anatomie, comme on l'a vu, et donc ça explique que l'écostructure de ces deux composantes du parenchyme rénal seront très différentes. De la même manière, au niveau du sinus, le tissu conjonctivo-adipeux et les éléments canalaires très nombreux du sinus vont expliquer l'aspect d'un sinus du rein. On distingue 3 composantes en échographie dans un rein.
le sinus rénal qui est hyperéchogène et central, qui est entouré par une couronne de parenchyme, dans laquelle on va distinguer deux composantes, la médulaire, hypoéchogène, le cortex, qui est plus échogène que la médulaire. Si je vous demandais de me classer par gradient d'échogénicité les composants du rein, vous me diriez sinus, cortex, médulaire. Par gradient d'échogénicité, bien sûr, décroissant. Donc le cortex est plus échogène que la médulaire, moins échogène que le sinus, moins échogène que la graisse périrénale dont l'écostructure est voisine de celle du sinus, généralement hyperéchogène, mais pas toujours, mais généralement hyperéchogène. Et on a l'habitude aussi de comparer l'écostructure du cortex du rein droit au foie dans des circonstances pathologiques qui vont nous amener à rechercher des modifications d'échogénicité rénale au cours de maladies néphrologiques, de néphropathie, qui sont toujours des maladies bilatérales. Donc si on diagnostique une modification de l'échogénicité de l'ensemble du rein droit en comparant le rein au foie, ça peut être le reflet, dans le bilan d'une insuffisance rénale, d'une maladie néphrologique, une glomérulonéphrite, par exemple, une néphropathie interstitielle, par exemple, qui est toujours des maladies qui touchent les deux reins. Ce ne sont pas des maladies propres au rein, enfin c'est des maladies propres au rein, mais qui vont toucher les deux reins. D'accord? Et spécifiquement le tissu des deux reins. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le cortex rénal a une échogénicité légèrement supérieure ou égale à celle du parenchyme hépatique. En fait, c'est assez variable, car il est quand même assez fréquent de trouver des foies plus échogènes que la normale, les foies de stéatose que vous connaissez, et donc, dès lors qu'on a un foie un peu stéatosique, on va très facilement avoir un foie dont l'échogénicité sera supérieure à celle du cortex, alors que le rein est strictement normal. Donc c'est à interpréter avec beaucoup de mesure et de prudence. Ce qui est sûr, c'est quand le rein est beaucoup plus échogène que le foie, quand le gradient hépato-cortical est très accentué par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, donc je vous ai dit, légèrement supérieur au foie, mais seulement légèrement supérieur, quand le gradient est très nettement accentué, là c'est pathologique, et c'est généralement ça qu'on observe dans les néphropathies glomérulaires, par exemple, avec des cortex très échogènes par rapport au foie, parfois même la médulaire aussi très échogène. Et cette accentuation du gradient hépato-rénal d'échogénicité, dans le sens cortex hyperéchogène, souvent est associée à des modifications du gradient parenchymo-sinusal. Si votre cortex devient tout blanc, il est beaucoup plus blanc que le foie, ce qui n'est pas normal, et il devient aussi blanc que le sinus, et là vous voyez même plus le sinus, et vous avez un rein où vous reconnaissez plus le sinus, vous avez un rein tout blanc. Parfois où on voit la médulaire très noire, qui reste hypoéchogène, ou la médulaire parfois a rejoint l'échogénicité du cortex. Ce sont des reins de néphropathie. En tout cas, oubliez les analyses fines du gradient d'échogénicité. Alors vous voyez, je parle de gradient d'échogénicité, vous avez tous en tête le mot différenciation corticomédulaire, j'ai horreur de ce terme. Différenciation en quoi? C'est horreur de ce terme. Donc on parle ce sont des gradients d'échogénicité, ce sont des gradients de niveau de gris que vous observez. D'accord? Donc vous devez avoir en tête les gradients de niveau de gris normaux du rein, du parenchyme rénal, hépato-rénal, parenchymo-sinusal. En voilà un exemple. Vous devez avoir ça en tête avec votre expérience. Après, l'analyse fine ne sert pas à grand-chose. Vous ne détecterez correctement que des modifications importantes de ces gradients d'échogénicité. Et en général, ce sont des reins très hyperéchogènes, où on verra plus le sinus, où on verra encore le sinus tout le temps. Voilà. Les choses fines, et je peux vous dire aussi que sur un rein, chez un patient normal, parfois on voit pas bien la différence d'échogénicité entre le cortex et la médulaire. Parce que les conditions d'examen ne sont pas très faciles, parce que c'est quelqu'un d'âgé avec un rein sénile. Donc l'absence de, quand on voit pas bien la médulaire, c'est pas pour autant qu'il y ait une néphropathie, une maladie néphrologique. Donc soyez vraiment, on ne retient des anomalies d'échogénicité du parenchyme rénal en pathologie que quand c'est caricatural. En dehors de ça, on n'en tient pas compte, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, même quand c'est caricatural, pensez bien que le néphrologue ou l'interniste, il a d'autres moyens de savoir que le malade a une maladie néphrologique, il y a l'insuffisance rénale aiguë, puis il fera la biopsie rénale de toute façon, quel que soit le résultat de l'écho. C'est pas tellement le but de l'écho de dire il y a des anomalies d'échogénicité. Médulaire, cortex, donc vous avez bien compris, je pense. Le sinus maintenant, là aussi, alors là il y a moins de variabilité, il y a plus de variabilité
dans le gradient corticomédulaire, en effet, le sinus est généralement hyperéchogène, mais pas toujours homogène. Et même souvent, il n'est pas très homogène. Et son échogénicité, son écostructure, va dépendre de la situation des reins, de la fréquence de la sonde, du calibre des vaisseaux qu'il y a à l'intérieur, et notamment des veines, du volume et de l'histo-architecture du tissu conjonctivo-adipeux qui entoure ces éléments, et bien sûr de l'aspect de l'appareil collecteur qui, normalement, retenez bien ça, car je ne veux pas en voir dans vos comptes rendus la voie excrétrice est visible, ou, visible mais non dilatée, ça ne doit pas exister. Dans un sinus du rein natif, on ne voit pas les calices et les tiges calicielles. Leur lumière, étant de l'urine, on ne les voit pas. Si on les voit, dans le sinus, les calices, anéchogènes, avec l'urine qu'ils contiennent, même pas très large, c'est qu'ils sont dilatés. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il y a une obstruction, on le verra tout à l'heure, mais il y a une dilatation qui n'est pas normale, pas habituelle. Donc on ne voit pas l'appareil collecteur dans le sinus d'un rein natif. Le rein transplanté est un petit peu à part, on essaiera d'en dire un mot tout à l'heure. D'accord? Bon, je passe sur le rapport sinus sur rein. C'est bien sûr pas un ratio que vous devez calculer. Il est normalement inférieur à 1,5. Plus grande longueur du sinus sur la plus grande longueur du rein. Il varie avec ce qu'on appelle l'hypomatose sinusale, avec les reins séniles chez les gens âgés. C'est une variante de la normale, c'est banal. Il n'y a rien de pathologique ici à décrire. Voilà l'archétype du rein normal en échographie. Vous reconnaissez le sinus, qui c'est vrai quand même assez souvent est homogène, comme ici, hyperéchogène, avec le il ici, cette couronne de parenchyme avec la médulaire hypoéchogène, entourée de cortex, plus échogène que la médulaire, et séparée par ce qu'on appelle les colonnes de Bertin, qui doivent avoir la même écostructure que le cortex superficiel. La capsule du rein, anatomique, n'est pas visible en échographie. D'accord? Voilà un rein strictement normal. Vous voyez que la forme du rein aussi est hautement variable, ce qui explique que la mesure d'épaisseur du parenchyme n'a pas beaucoup d'intérêt, ce qui explique la grande variabilité de taille des reins. Mais si vous arrivez encore une fois, je vous le redis, une à retenir, c'est la plus grande dimension bipolaire qui, vous voyez, a été mesurée sur cette coupe. Voilà quelques variantes. Encore un sinus hyperéchogène normal, homogène. Ici, un sinus où on voit déjà des petits éléments canalaires. Alors, ça n'est pas hydrique, oui, c'est hypoéchogène, ça a des bords parallèles, ça ressemble pas du tout à des calices. Ce sont des petits vaisseaux que l'on voit, des veines, dont on va voir la lumière hypoéchogène circulante, et qui va donner cet aspect moins homogène du sinus. C'est normal. En voilà encore un où on va voir un peu plus des vaisseaux, et là où on voit beaucoup plus les vaisseaux, à tel point qu'on pourrait se tromper et dire qu'il y a une dilatation modérée, mais une dilatation des cavités pyélocaliciennes. D'accord? Mais vous aurez remarqué que ces images hypoéchogènes d'abord ne sont pas hydriques, ça n'est que hypoéchogène et pas anéchogène, et qu'elles ne forment pas des images de calices qui vont s'emboîter sur les papilles. Ça n'est que des structures hypoéchogènes dans le sinus qui se rejoignent ici au niveau de la veine rénale, au niveau du vide rénal. Si vous avez moindre doute, vous savez sur quoi appuyer, le bouton couleur, très bien. Autre variante, ici un sinus hyperéchogène, homogène, vous voyez, regardez, les limites du sinus ne sont pas très régulières comme tout à l'heure. On voit un aspect proéminent des pyramides de Malpighi. C'est une variante de la normale, qui n'est pas très fréquente, mais lorsqu'elle existe, on peut facilement tomber dans le panneau d'une dilatation des calices. Vous aurez remarqué que c'est hypoéchogène, que c'est rattaché au parenchyme et que ça représente tout simplement la médulaire rénale. Ça n'a rien à voir avec les calices, ça n'est pas dans le sinus. Autre variante ici, toujours des limites du sinus. Là, cette fois, ce sont des colonnes de Bertin qui font saillie dans le sinus. Elles peuvent être toutes seules, on va appeler ça des dysmorphies interlobaires, ou plusieurs colonnes peuvent être un peu hypertrophiques comme ici, et c'est une variante de la normale, tout simplement. Et puis enfin, on peut voir des sinus, surtout chez des patients âgés, quand il y a une hypomatose du sinus, des sinus qui sont moins échogènes que ce qu'on a l'habitude de voir, comme ici, ou encore comme ici, carrément hypoéchogènes, et ça dépend de l'histo-architecture de ce tissu conjonctivo-adipeux, et ça peut se voir plus souvent lorsque les sinus sont de grande taille, quand il y a une hypomatose sinusale, souvent liée à la sénilité du rein. Donc ce sont des variantes du normal. Dès lors que ça ne forme pas une masse
bien limité dans le sinus, hein, vous allez considérer, et que ça respecte l'harmonie de la forme d'un sinus, c'est un sinus moins écogène qu'un sinus normal. Aucune pathologie ne va donner ce genre d'image. Donc vous n'allez pas retenir ce type d'image comme des images pathologiques, ce sont simplement des variantes. Le rein transplanté, c'est un peu à part. On voit beaucoup plus souvent que dans le rein natif les structures veineuses dans le sinus. Vous vous attendez pas à avoir un sinus très homogène comme on l'a vu jusqu'à présent. On voit assez souvent le bassinet avec l'urine à l'intérieur au niveau du hile rénal. On peut même voir des calices modérément dilatés. Vous voyez, je dis intentionnellement dilatés. Alors que ça peut être normal. Pourquoi? Il arrive que sur des reins transplantés, les cavités de l'appareil collecteur soient un peu dilatées pendant toute la vie de ce greffon, pour des raisons probablement liées à un problème de dénération partielle de l'appareil excréteur, qui se contracte moins bien, une certaine hypotonie de l'appareil excréteur, qui fait que les calices vont être un petit peu dilatés, et ça, alors que la fonction rénale sera normale, ça n'évoluera pas dans le temps. Il faut le savoir, et vous savez que la greffe, c'est un examen, c'est un suivi en échographie. D'accord? Donc on sait le repérer, et surtout l'interpréter correctement quand on sait que ces cavités restent dilatées, avec une fonction rénale normale. Le bassinet comme ça peut se voir sur des reins natifs. Attention. Et on peut voir aussi sur des reins transplantés, comme la situation du rein transplanté est très superficielle, plus facilement la paroi de l'appareil collecteur, des tiges calicielles, hypoécogènes. On ne voit pas l'urine qui est à l'intérieur, sauf si c'est une dilatation modérée qui peut être quand même à la limite du normal dans le rein transplanté, mais on peut voir, vous voyez, en dehors de toute dilatation, l'aspect hypoécogène qui reproduit l'image de l'appareil collecteur et du bassinet. Pourquoi? Parce qu'on est dans des conditions d'exploration particulières par rapport au rein natif. Là, on voit le bassinet ici, qui n'est pas dilaté, une cavité virtuelle avec les deux parois du bassinet, l'une contre l'autre, et ici l'image de la veine du rein transplanté au niveau du hile rénal. Vous allez étudier les reins, les mesurer, vérifier leur anatomie échographique. Vous allez étudier l'atmosphère périrénale, la loge rénale, hyperécogène, qui forme l'espace de Morrison interhépatorénal, hyperécogène, plus ou moins linéaire comme ici. La graisse périrénale en avant du psoas et en arrière du rein, que vous trouvez ici, hyperécogène. Il arrive que cette graisse soit moins écogène que ce qu'on a l'habitude de voir. En voici un exemple. Elle est tellement moins écogène ici que l'on y trouve ici les fascias qui cloisonnent la loge rénale sous forme de ces bandes ici hyperécogènes très réflexogènes dans une graisse qui est relativement hypoécogène. C'est une variante du normal. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec une image de connexion ou de masse périrénale. Dès lors que ça reproduit l'aspect harmonieux anatomique de la loge rénale, c'est moins écogène que ce que vous avez l'habitude de voir. C'est une simple variante du normal. Il faut savoir que ça existe au même titre que des sinus aussi moins écogènes. Un dernier mot maintenant sur la vascularisation rénale. Les deux images ici de Doppler couleur avec deux réglages de PRF. Vous avez dû bien apprendre ce que c'était que la PRF en tronc commun, différente, une PRF plus basse sur l'image du bas, où vous allez voir beaucoup mieux la vascularisation corticale. Retenez que en Doppler couleur, on n'arrive pas à voir les vaisseaux interlobulaires jusqu'à la capsule. Généralement, il y a une bande superficielle sous-capsulaire qui reste muette en Doppler couleur. Et retenez également que en Doppler couleur avec un bon réglage de PRF, vous allez distinguer très bien les artères et les veines. Dans le sinus, vaisseau lobaire, interlobaire, arqué, ici à partir de la jonction, ici et là, c'est les vaisseaux arqués, et là les vaisseaux interlobulaires, que vous ne verrez généralement que avec une PRF basse. Il est préférable d'aller utiliser une PRF moyenne, réglée comme ceci, pour aller enregistrer les vaisseaux intrarénaux, car on va les enregistrer ici. L'enregistrement des flux artères intrarénaux, c'est au niveau de l'artère interlobaire proximale. On va le revoir dans un instant. Voici. Alors voilà, ça je veux que vous le reteniez, hein, un flux artériel intrarénal normal, le site d'enregistrement, de référence des flux artériels dans le rein, c'est l'artère interlobaire, c'est ici. C'est juste après le vaisseau lobaire du sinus, quand le vaisseau commence à pénétrer dans le sinus. En pratique, c'est à la jonction entre le cortex, la médulaire, puisque c'est à côté de la médulaire, le vaisseau lobaire, et le sinus. C'est pas dans la partie plus superficielle du parenchyme, non. C'est dans la partie profonde du parenchyme, à l'interface entre parenchyme et sinus. De préférence à côté d'une pyramide, puisque c'est là que vous allez avoir les vaisseaux interlobaires de part et d'autre de la pyramide.
C'est là qu'il faut enregistrer le flux artériel intrarénal, qui va vous donner un flux artériel modulé par la systole et la diastole, à basse résistance. Hein, tout ce vocabulaire vous va, hein, d'accord, qui donc se dirige vers le rein en systole et en diastole, contrairement aux artères musculaires, avec des vitesses de l'ordre de 25 à 30 cm par seconde, mais encore une fois, une grande variabilité de ces vitesses, une montée systolique brève, une bonne modulation systolique-diastolique, et bien sûr une vitesse qui décroît en diastole. Pas trop, puisque la résistance de ce flux est plutôt basse, relativement basse, et vous allez mesurer l'indice de résistance ou indice de course d'eau, en mettant un caliper sur le plus haut point de la systole, et un deuxième sur le dernier point ici, en fin de diastole, juste avant la prochaine systole, ce qu'il appelle la vitesse télédiastolique. Et l'indice de résistance, eh bien, c'est la vitesse systolique maxima, moins la vitesse en fin de diastole, divisé par la vitesse systolique maxima, doit être inférieur à 0,70, cet indice de résistance, dans le rein natif. Dans le rein transplanté, les valeurs sont souvent un peu plus hautes, on retient comme ça, il y a à peu près 0,76, mais en fait, il y a une grande variabilité, et c'est plus le suivi de cet indice de résistance qui a une valeur, que sa valeur en valeur absolue. Alors ici, vous avez trois spectres différents qui sont normaux, mais parfois on a ce qu'on appelle un pic systolique précoce, que vous avez ici, un petit décroché en systole. Ici, il n'y a pas de décroché en systole parce que ça redescend tout de suite après, il n'y a pas une deuxième phase de montée systolique comme ici. Et là, il y a deux phases de montée systolique, une première là, une deuxième là, mais il n'y a pas de petit décroché en systole. Dans tous les cas de figure, l'indice de résistance doit se mesurer en donnant à la machine la valeur du point le plus haut, c'est-à-dire ici, là, ou là, pour calculer l'indice de résistance. Si le pic systolique précoce que vous avez là, il arrive qu'il soit plus haut que le deuxième pic de la deuxième phase de montée systolique, eh bien c'est le point le plus haut, donc du premier pic systolique, celui-là, s'il était plus haut, qu'il faut prendre pour calculer l'indice de résistance. C'est le point le plus haut de la systole, ça n'est pas l'extrémité de la première phase de montée systolique qui est utilisée pour des calculs d'indice d'accélération dont je ne parlerai pas. Alors voilà un exemple. Vous voyez, alors même sans Doppler couleur, si vous mettez votre volume d'échantillon à la jonction parenchyme médulaire, là, bon, là il y a une colonne de Bertin qui est hypertrophiée, hein, qui est dysmorphique, mais si on avait du sinus, il arriverait à peu près ici, donc vous voyez, c'est comme si on était là. Hein. On place ici, regardez l'enregistrement. Voilà un flux strictement normal. Vous avez un pic systolique précoce, qui est inconstant mais qui est souvent présent, et une diastole qui est positive, et vous calculez l'indice de résistance en mettant un curseur ici et un deuxième ici, et la machine fait le reste. Faites attention, ces mesures de flux artériels intrarénaux répondent à un certain nombre de conditions techniques importantes. Je voudrais que vous en reteniez trois. La première, c'est que la PRF du Doppler pulsé, qui n'est pas la même que celle du Doppler couleur, lorsque vous enregistrez votre vaisseau au bon endroit, vous devez avoir une PRF qui doit être la plus basse possible pour que votre spectre s'inscrive dans la plus grande hauteur de votre écran d'affichage. Plus votre spectre est grand et large, et plus vous aurez des facilités à mesurer les indices et à l'analyser, ce spectre. Je vous donne un exemple. Alors, il y a aussi un autre critère. Vous devez avoir une vitesse, vous pouvez régler la vitesse de défilement de l'affichage du spectre, régler une vitesse élevée. C'est pas la peine d'avoir 20 cycles cardiaques sur le même écran. Vous voyez là, il n'y en a que 3, 2 même suffiraient. Plus votre vitesse d'affichage est élevée, plus votre spectre prendra de la dimension en largeur et pour la PRF basse en hauteur. Donc vous aurez un spectre de grande taille, facile à analyser. Je vous donne un exemple. Même enregistrement, même rein, même heure, au même moment, la PRF est différente. Vous avez vu comment ça retentit sur le flux, sur le spectre? Ici, j'ai un pic systolique précoce qui est quand même le reflet quand même de la qualité de la montée systolique, même s'il est inconstant. Là, j'en ai pas. Il n'existe pas sur cet enregistrement. Le tracé a l'air moins ample. La modulation systolique a l'air moins marquée ici que là. Et pourtant, c'est exactement la même artère, le même flux au même moment. C'est simplement la PRF qui a changé. Donc, vous avez intérêt à avoir une PRF la plus haute, la plus basse, possible. Bien sûr, sans avoir d'aliasing. Il faut que vous ayez toujours votre spectre qui s'inscrit en totalité dans votre équipe. Deuxième critère. C'est ici qu'il faut enregistrer l'artère interlobaire. Ça n'est pas là.
Ça n'est pas en plein parenchyme. C'est à côté du sinus, voire un tout petit peu dans le sinus si besoin. Pas trop dans le sinus parce que ce sera à ce moment-là des vaisseaux lobaires dont l'orientation est très variable. Il vaut mieux enregistrer l'artère interlobaire dont on sait qu'elle a une orientation perpendiculaire à la surface du rein. Vous voyez, regardez, là j'enregistre là, c'est presque un vaisseau arqué. Eh bien, j'ai un amortissement physiologique de mon flux. Et là, si je mesure un indice de résistance, il va être effondré, il va être même pas 0,30, 25. Je vais me dire, ben tiens, il se passe quelque chose. Ben non. Regardez, je me suis mis un peu plus profondément dans la profondeur du parenchyme vers le sinus. Voilà, là j'ai un tracé normal. Donc c'est bien l'artère interlobaire à la jonction parenchyme-sinus. Et dernier exemple, quand vous enregistrez, parce que généralement on propose d'enregistrer 1, 2 ou 3 sites pour avoir une idée un peu plus générale du flux dans le rein. Donc on fait la partie moyenne et puis un enregistrement au niveau de chaque pôle, ou moitié inférieure, moitié supérieure, ça peut suffire. Eh bien, quand vous enregistrez en tout cas un vaisseau interlobaire au niveau d'un pôle, placez votre sonde en regard de ce pôle. Pourquoi? Parce que les vaisseaux interlobaires, je vous ai dit, ont une distribution perpendiculaire à la surface du rein. Donc au niveau des pôles, ils ont une orientation qui est perpendiculaire au pôle. Donc vous devez, dans l'idéal, mettre votre sonde le plus en regard du flux pour avoir un bon angle d'enregistrement. Sinon votre angle va vous écraser votre spectre de la même façon que vous allez avoir une échelle de vitesse qui va bien sûr être modifiée par le cosinus θ de l'angle. Et donc vous allez avoir, non pas l'échelle de vitesse, pardon, mais la vitesse d'affichage. Donc vous voyez, entre ce spectre-là, c'est la même artère, mais enregistrée avec deux angles différents. Vous voyez qu'on a un spectre de bien meilleure qualité ici, qu'ici, on a l'impression qu'il y a un spectre qui est écrasé, amorti, avec un indice de résistance, qui sera modifié. Et classiquement, on dit que l'indice de résistance de ce lot n'est pas modifié par l'angle d'incident. En pratique, c'est faux. Si votre angle d'incident n'est pas bon du tout, votre systole va avoir tendance à être plus lente, faussement plus lente due au cosinus θ de la formule Doppler, que je ne vous rappelle pas, vous vous en souvenez? Oui, pour la plupart d'entre vous? Bon. Et donc, vous allez avoir un indice de résistance qui sera faussé. Donc, surtout, faites bien attention à la position de votre sonde en fonction de l'artère que vous enregistrez. Pensez aussi, ça procède du même problème que pour le Doppler, mais là c'est différent parce que là vous devez, quand vous explorez un rein, n'hésitez pas à déplacer votre sonde, ne vous contentez pas de ce type d'image, la sonde étant placée au niveau de la partie moyenne inférieure du rein droit ici, eh bien je ne vois pas bien mon pôle supérieur, c'est normal, il est déformé, c'est un artefact de distorsion qui va déformer ses limites. Est-ce qu'il n'y a pas une tumeur ici? Ben, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à remonter votre sonde, à mettre le malade en inspiration profonde pour descendre votre rein, pour que votre pôle soit le plus possible en regard de votre sonde et que vous ayez une incidence qui se trouvera avec un faisceau ultrasonore le plus perpendiculaire possible à la surface du rein, et pas avoir ce genre d'artefact qui vous induise en erreur. D'accord? Donc, examen dynamique, déplacez votre sonde, faites inspirer le malade, pour bien couvrir toutes les portions du rein, et en particulier les pôles. Les urtères maintenant, le temps passe vraiment très vite. Vous m'avez bien dit que j'avais une petite demi-heure de battement, s'il faut. Hein. Non, mais je fais attention à vos trains, parce que je sais qu'il y en a qui retournent au Mans, tout le monde repart d'ailleurs avant la journée de demain? Non, peut-être pas. Non, il y en a qui restent. Qui a un impératif de temps? Le programme c'est 16h30. Donc quelle heure? 17h, ça va. Pour tout le monde, ça va si on finit à 17h? On a une petite pause. Je préfère qu'on prenne son temps, que les choses soient claires, même s'il y a des choses qui me paraissent un peu redites, ou un peu connues ou rabâchées, mais donc c'est jamais mauvais de répéter les bonnes choses. Les urtères, là je pense que ça va plus vous intéresser, parce que c'est moins classique. Si on vous demande est-ce que l'urtère normal est visible dans l'échographie, la réponse est non pour la plus grande partie de l'urtère. Mais il y a une portion d'urtère normale que vous savez, que l'on sait voir en échographie, c'est l'urtère intramural. Parce qu'il est intramural, justement. D'accord? Mais en dehors de cette portion qui, normale, est visible à l'échographie, et peut être étudiée parfaitement facilement, tout le reste de l'urtère, c'est-à-dire les 10 cm ou 15 cm d'urtère qui sont au-dessus, on ne les voit pas à l'état normal, quand il n'est pas dilaté. Voir un urtère lombaire, pelvien ou sous-piélique, ça revient à dire que l'urtère est dilatée, ou remplie de quelque chose.
si c'est pas de l'urine, en tout cas dilaté par quelque chose. Donc les objectifs en matière d'échographie urétérale, c'est de savoir si, l'urtère est dilaté ou non, et s'il y a un endroit où il faut le regarder, c'est là, urtère sous-piélique. Ça va très vite, ça prend 10 secondes, quand vous balayez les reins. Si l'urtère est dilaté, deuxième objectif, c'est de donner une information sur le niveau de l'obstacle, lombaire, présacré, pelvien ou intramural. Et puis enfin, si possible, mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là, c'est de donner une information sur la nature de l'obstacle, si on arrive à avoir un calcul au niveau des segments d'urtère que l'on sait explorer. En dehors de la portion distale intramurale, l'urtère n'est pas visible à l'état normal. On est d'accord? Elle est là, la portion intramurale. Lorsque l'urtère est dilatée, donc vous faites un examen du rein et des voies urinaires. Quand vous balayez votre rein d'avant en arrière, de haut en bas, je vous rappelle que pour explorer un organe, quel qu'il soit, en échographie, vous devez voir tout ce qui se passe autour, vous devez en sortir de cet organe. Vous devez aller au-delà de l'organe pour être bien sûr d'avoir exploré toute sa surface. Je vous rappelle que certaines lésions rénales, hépatiques et d'autres organes qui sont pédiculés, ils vont se développer en dehors de l'organe. Si on veut les voir, il faut bien sortir de l'organe. Bon. Eh bien, quand vous balayez les reins, vous voyez toujours ce qui se passe en dedans du pôle inférieur du rein, sous le hile. Et s'il y a une urtère dilatée, vous le verrez. Et de toute façon, une urtère dilatée, il n'y a pas de raison qu'un urtère à ce moment-là soit dilaté si l'appareil collecteur n'est pas dilaté. Donc dès lors que le sinus est normal, qu'il n'y a pas de dilatation des cavités pilocalicielles, sauf dans certains cas de figure, comme un obstacle jonctionnel, mais là en général vous l'avez sous la sonde, vous le voyez, il n'y a pas de raison que l'urtère soit dilatée. Mais de toute façon vous le verrez. Donc première étape, est-ce que l'urtère sous-piélique est dilatée ou non, en général associée à une dilatation de l'appareil collecteur. Deuxième étape, eh bien, si l'urtère est dilatée, à cet endroit-là, vous devez, deuxième objectif, donner une information sur le niveau de l'obstacle. Donc, quand les urtères sont dilatées, on peut explorer ces urtères à 4 niveaux. Enfin, 3 niveaux, et le quatrième, c'est dilaté ou non dilaté, c'est l'intramural. Le premier, c'est l'urtère sous-piélique. Donc, vous le voyez par un abord latéral, transrénal, cette urtère sous-piélique. Vous pouvez voir s'il y a un calcul dedans, s'il est juste sous le bassinet ou pas, ou ça vous donne simplement l'information, en sous-piélique, c'est dilaté. L'urtère lombaire, qui fait suite au sous-piélique, généralement, il n'est pas explorable en échographie. On y arrive, je vous montre un exemple, mais le plus souvent, on n'arrive pas à le voir, il y a trop d'anse intestinale en avant, et même latéralement pour le voir correctement. Donc on ne cherche pas trop à regarder l'urtère lombaire, ça prend du temps. En général, on ne cherche pas trop. L'urtère sacro-iliaque, là, c'est un site spécifique d'étude de l'urtère dilatée en écho, que vous allez rechercher, par un abord antéro-latéral contre les iliaques en coupe transversale. Vous allez repérer la veine et l'artère iliaque, ça se voit très bien, juste en dedans du muscle iliaque qui se trouve contre les iliaques en coupe transversale, c'est-à-dire ici, d'accord, coupe transversale. Et si vous avez une troisième boule anéchogène ou hypoéchogène en avant de ce pédicule iliaque, que vous voyez très bien en mode B, peut vous aider avec la couleur, c'est que c'est l'urtère qui est dilatée. Si vous voyez que la veine et l'artère, deux images rondes, hypoéchogènes, l'urtère à cet endroit-là n'est pas dilaté. Autrement dit, il est dilaté ici, avec l'appareil collecteur, et ici je ne le vois pas, je sais que mon niveau de l'obstacle est lombaire. S'il est dilaté ici, je descends plus bas, ma vessie est remplie ou semi-remplie, et je regarde mon urtère pelvien rétro-vésical. D'accord? C'est la troisième portion que je peux étudier lorsque c'est dilaté. Soit je le vois, c'est très bien, j'essaie de voir si l'obstacle n'est pas là, soit je ne le vois pas, et à ce moment-là, l'obstacle est entre sacro-iliaque et pelvien rétrovésical, donc l'obstacle est pelvien. Endométriose, par exemple, qui va donner un obstacle urétéral pelvien, avec une dilatation sacro-iliaque et pas en dessous, ou d'autres causes d'origine pelvienne. Et puis enfin, le segment intramural, ça vous le voyez toujours, même à l'état normal, on va le rechercher, et c'est souvent là d'ailleurs qu'on va trouver un petit calcul enclavé dans le segment intramural. Je vous montre tout de suite comment. Alors voilà, segment intramural, on le voit ici en échographie, en urographie intraveineuse. On voit la petite fossette rétro-urétérale. Ici, le segment intramural avec la petite zone surélevée de la muqueuse. Vous devez faire d'abord une coupe transversale pour le repérer, sur la vessie, en partant du col,
et en balayant vers le haut pour chercher ça. Deux petites zones surélevées de part et d'autre de la ligne médiane en arrière du col vésical. Ces deux petites élevures de la muqueuse vésicale représentent la partie distale intramurale de l'urtère au niveau des méas, qui vont toujours déformer un petit peu la muqueuse vésicale. C'est très simple à voir. Enfin, vous l'avez vu une fois, vous le verrez à chaque fois, pourvu que la vessie soit un minimum plein, bien sûr. Pas archi pleine, mais pas vide, bien entendu. Lorsque vous avez repéré ce plan de coupe transversal en arrière du col, je vous assure que c'est facile, eh bien, vous allez rechercher l'urtère intramurale normale ou pas normale, droit et gauche, en inclinant la sonde, comme ceci, pour l'urtère droit, vers le haut et en dehors. Vous tournez votre sonde en vous fixant bien sur cette zone-là, et en tournant, hop, vous dégagez le segment intramural hypoécogène d'un urtère intramural ici, strictement normal. Au-delà, vous ne le verrez pas s'il n'est pas dilaté. Mais l'urtère intramural, vous le verrez s'il n'est pas dilaté dans son trajet intramural. D'accord? Même chose pour le côté gauche, vous activez dans l'autre sens, vous trouverez le même de l'autre côté gauche, l'urtère intramural gauche. Alors pourquoi c'est important? Dans un bilan de connectéphérétique, si vous ne trouvez pas de dilatation des cavités, allez vérifier quand même la portion distale de l'urtère. Il arrive que des calculs restent là encore, soient encore enclavés, mais ne soient plus obstructifs au moment de l'examen. Donc dans un compte-rendu d'échographie rénale pour lombalgie aiguë, dans l'idéal, vous ne vous contentez pas de dire s'il n'y a pas de dilatation. Il n'y a pas de dilatation, les reins font telle taille, voilà. Vous dites aussi, les onctions urétero-vésicales sont normales. Parce que de temps en temps, on trouve un petit calcul là. D'accord? L'urtère sous-piélique, ben voilà, c'est un plan de coupe longitudinal d'un rein, ici, dilatation de l'appareil col-lecteur, évident, on voit très bien l'urtère sous-piélique qui est dilatée, donc l'obstacle est lombaire, sacro-iliaque, pelvien ou intramural, à partir de ce stade-là de l'examen. D'accord? Pourquoi est-ce que je ne vois pas bien l'urtère lombaire? Parce que, regardez, ben, j'ai tout ça là qui va s'interposer, et j'aurai beaucoup de mal à voir la portion lombaire de l'urtère. Donc on va aller voir la portion sous-piélique d'abord. Alors de temps en temps, regardez cette boucle. De temps en temps, là on a l'urtère sous-piélique, de temps en temps on arrive, regardez, dans les conditions pas trop difficiles, on arrive à le suivre, et on le suit tout du long, devant le psoas, et c'est magnifique, et on peut même aller voir un calcul enclavé dans l'urtère lombaire. Ne cherchez pas à obtenir ce plan de coupe pendant un quart d'heure. Hein. Si, quand vous faites votre étude du rein, vous avez votre urtère sous-piélique, si en descendant un peu votre sonde, en la tournant un peu, vous dégagez l'urtère lombaire, très bien, vous gelez, vous prenez l'image, et vous, bon, mais n'allez pas passer trop de temps. Classiquement, on n'arrive pas à obtenir ce genre de plan de coupe et on n'y passe pas trop de temps. D'accord? Par contre, là, oui. Là, de contrôler l'iliaque, comme ceci, en coupe transversale, allez repérer le pédicule iliaque, en mode B, éventuellement en Doppler couleur. Si vous avez ça devant, c'est que l'urtère sacro-iliaque est dilatée. Vous savez que le niveau de l'obstacle est plus bas et pelvien. D'accord? Voilà un exemple de calcul dans un urtère sacro-iliaque, juste en avant du pédicule sacro-iliaque. Enfin, iliaque, artériel et veineux, le calcul ici avec son cône d'ombre et la dilatation de l'urtère. Une fois que vous avez repéré en coupe transversale, ben vous pouvez tourner votre sonde, si vous avez trouvé un urtère dilaté, pour voir plusieurs centimètres d'urtère dilatée au-dessus du croisement iliaque. Et puis l'urtère intramural, ben, je vous ai montré la technique, il est normal, vous le vérifiez, il n'est pas normal, ben, vous voyez qu'il est dilaté, on voit l'urtère rétro-vésicale dilatée grâce à la fenêtre acoustique de la vessie, puis on voit un petit calcul qui est là, avec son petit cône d'ombre. Un autre exemple ici, l'urtère intramurale, on le voit ici, peut-être un petit peu dilaté, probablement par l'inflammation, l'hypotonie, et le calcul est au-dessus, avec son cône d'ombre, avec, on ne le voit pas sur ce plan de coupe, une dilatation de l'urtère qui est au-dessus. D'accord? Variante et malformation pour terminer, quand vous ne trouvez pas un rein, c'est pas forcément de votre faute. Bah oui, c'est pas parce que vous l'avez pas vu que vous n'avez pas été bon. Il arrive que des reins ne soient pas dans l'horloge. Donc quand vous ne trouvez pas un rein, que vous transpirez au bout d'une demi-heure, pensez à aller mettre un coup de sonde dans le pelvis, à descendre vers le bas, de temps en temps vous tomberez sur un rein ectopique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agénésie rénale. N'oubliez pas les reins en fer à cheval, c'est pas si exceptionnel que ça. Je vais vous montrer sur un exemple comment on en fait le diagnostic. Et puis vous verrez assez fréquemment des duplications, qui est le bon terme, et c'est pas duplicité, pas dire du tout la même chose.
eh bien la duplication de l'appareil excréteur du rein, elle peut être totale ou partielle. Quand elle est partielle, on parle de bifidité. Tout dépend de la réunion de l'urtère et de son niveau de réunion. Enfin, pas de son niveau de réunion. Si l'urtère de la duplication se réunit, c'est une bifidité. S'il y a deux méas au niveau de la vessie distinctes, c'est une duplication complète, un double appareil excréteur. On va voir les critères dans un instant. Autre variante assez, pas très fréquente, mais qu'on voit quand même régulièrement, c'est les incisures fœtales, on va le voir. Et puis enfin, on va voir les dysmorphies lobaires et interlobaires, qui sont des variantes fréquentes. Rein en fer à cheval. Quand vous avez une coupe de rein ici, à droite comme à gauche, vous n'arrivez pas à dégager bien le pôle inférieur, vous ne trouvez pas ce pôle inférieur, vous avez tourné votre sonde dans tous les sens, vous ne pouvez pas voir la surface du pôle inférieur, pensez que c'est peut-être un rein en fer à cheval. Et c'est avec un plan de coupe très incliné en dedans que vous allez trouver la continuité du pôle inférieur, regardez, qui va venir rejoindre ici, c'est l'aorte et la veine cave, et là, c'est les deux pôles inférieurs des reins qui se rejoignent sur la ligne médiane par un pont fibreux. Ce sont des reins en fer à cheval. D'accord? Donc quand on en a vu une fois, en général, on ne tourne plus dans le panneau une deuxième fois, c'est pas fréquent, mais c'est toujours assez gratifiant de donner un compte rendu de l'échographie qu'il y avait un rein en fer à cheval. D'abord, c'est bon à savoir, que ça peut exposer le patient à des risques en traumatologie particuliers, et puis pour le chirurgien, c'est bien sûr très important à connaître. La duplication, eh bien, en général, elle va se manifester par deux critères. Une double plage sinusale séparée par un pont de parenchyme, comme vous l'avez sur cette image, et un rein de grande taille, qui fait généralement 13 à 14 cm. Le rein est plus grand, vous le voyez sur cette reconstruction en 3D de scanner, un rein droit avec une bifidité, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand que le rein gauche, avec une différence qui dépasse 15 mm, c'est le seuil de différence significative. Donc c'est un rein presque double, un grand rein, ça double pas la taille du rein bien sûr, hein. Je vous dis, il fait 13-14 cm, et vous avez deux plages sinusales, c'est une duplication dont vous ne pouvez pas dire en échographie si elle est complète ou partielle. Donc vous dites qu'il y a un double appareil collecteur, probablement en rapport avec une duplication ou une bifidité, complète ou bifidité. D'accord? Pont de parenchyme, deux plages de sinus. Les lobulations fœtales se trouvent situées en regard des colonnes de Bertin, puisqu'elles sont interlobaires. Ce sont des défauts très partiels de la fusion des différents lobes du rein chez l'embryon. Ces lobes se fusionnent les uns aux autres jusqu'à la surface du rein, qui devient toute lisse. Parfois, cette fusion des deux lobes, cette soudure des deux lobes, est incomplète en superficie du rein. Et donc, vous aurez ce qu'on appelle les incisures fœtales interlobaires. Ce seront des petites encoches peu profondes, comme ici, superficielles, toujours situées entre deux pyramides de Malpighi, en regard d'une colonne de Bertin. Et en général, il y en a plusieurs, et vous voyez, comme sur cette pièce ici, sur ces pièces, on en voit plusieurs qui sont harmonieusement réparties à la surface du rein. Ce sont de simples incisures fœtales, que l'on voit de temps en temps chez l'adulte. Ce ne sont pas des cicatrices, vous savez que les encoches peuvent être aussi le reflet de zones cicatricielles après des infections rénales ou après des séquelles de reflux ou d'ischémie rénale. D'accord? Vous avez bien noté les critères? Dernière variante, cette fois au pluriel, ce sont les dysmorphies. Les dysmorphies communément appelées au niveau de la colonne de Bertin hypertrophie de la colonne de Bertin, je suis sûr que vous avez entendu ce terme-là, pour ceux qui exercent déjà l'échographie. C'est pas une hypertrophie. Une hypertrophie, ce serait ce qu'on appelle les hypertrophies paracicatricielles. Vous savez, quand on a des reins de pyélonéphrite chronique, des malades qui font des infections urinaires rénales à répétition, qui finissent par avoir un rein avec beaucoup de cicatrices qui forment des encoches. Donc un rein tout mal foutu, tout disharmonieux, qui n'est pas beau du tout et un peu petit. Il arrive qu'à côté d'une encoche cicatricielle, on ait un tissu rénal qui a été épargné par le processus infectieux itératif ou chronique, et qui s'hypertrophie de manière compensatoire aux cicatrices qui se trouvent à côté. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie compensatoire. L'hypertrophie acquise, dans le cadre de la colonne de Bertin, c'est pas du tout ça. C'est une dysmorphie, c'est une anomalie de développement. C'est pas une hypertrophie acquise. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'appeler dysmorphie lobaire, interlobaire. Alors, 90% des cas, chez les radiologues, c'est hypertrophie de colonne de Bertin. C'est pas grave si vous utilisez ce terme-là. Au moins, il est bien compris par tout le monde. Mais le bon terme, c'est dysmorphie interlobaire. Et c'est une zone de cortex, qui est la colonne de Bertin,
qui va être plus volumineuse que la normale, qui va faire saillie dans le sinus rénal. Donc développement sinusal d'une masse de tissu rénal, raccordement au cortex en situation habituelle harmonieux, et écostructure de cette masse qui se développe dans le sinus, strictement isoécogène, et exactement isoécogène au reste du cortex. J'ai bien dit du cortex. Vous voyez sur cette coupe de scanner, ça a l'air de rien ici. Sur un scanner, c'est facile, mais en échographie, ça peut être extrêmement troublant de trouver ces grosses colonnes de Bertin qui vont se développer dans le sinus et donner un aspect de pseudo-tumeur à développement sinusal. Un cancer du rein qui est issu du cortex rénal peut parfaitement se développer quasi exclusivement dans le sinus du rein. On trouve très régulièrement des cancers qui sont en plein milieu du rein dans le sinus. Ils viennent du cortex, mais ils se sont développés dans le sinus. Donc une masse de tissu écogène dans le sinus, ça peut parfaitement être un cancer. Mais ça peut être aussi une dysmorphie interlobaire. Donc les critères, raccordement au cortex harmonieux, écostructure exactement similaire au cortex, et parfois on a des doutes, on ne sait pas trop. Donc l'examen de référence pour faire le diagnostic, c'est le scanner ou l'IRM avec injection d'un agent de contraste, qui va démontrer que cette masse dans le sinus se comporte comme le tissu rénal à tous les temps de l'examen, avant injection, à la phase artérielle, à la phase néphrographique, où le contraste est concentré dans les tubes, et à la phase excrétoire, où le contraste arrive dans les calyces. Sur les 4 phases, cette masse se comporte en densité comme le tissu rénal normal. C'est la seule preuve que vous pouvez avoir en imagerie. Il s'agit bien d'une dysmorphie interlobaire. Voici un exemple, vous voyez, ça c'est une dysmorphie interlobaire. Là, c'est un exemple facile à diagnostiquer en échographie dès qu'on a un peu l'habitude. Regardez ici, il y a une masse dans le sinus. Je trouve le bon plan de coupe déjà pour vérifier le raccordement à mon parenchyme. C'est pas indépendant du parenchyme, ça se raccorde au parenchyme. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas une tumeur, attention, mais je vois que c'est isoécogène au parenchyme rénal. Donc j'ai une assez bonne confiance en moi pour dire que c'est une dysmorphie interlobaire. Si j'ai le moindre doute, scanner. D'abord, le radiologue à côté, qui est censé être avec vous, mais souvent les radiologues ont des doutes et c'est le scanner qui va apporter la conviction. D'accord ? Les dysmorphies interlobaires, il y a aussi les dysmorphies lobaires. C'est la même chose, sauf que là, ça touche un lobe complet. Si ça touche un lobe complet, qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? Du cortex et... Si ça touche un lobe complet, la dysmorphie pseudotumorale va comporter, comme la dysmorphie interlobaire, du tissu cortical et de la médulaire. C'est un lobe. Donc il y a de la médulaire. Et donc on a de l'écogène cortical et de l'hypoécogène médulaire. Donc là c'est encore plus trompeur, parce que c'est pas homogène. Donc on a du mal, mais en fait, souvent ça va donner cette espèce d'enroulement d'une partie du rein dans le sinus, et on voit que les vaisseaux, la distribution des vaisseaux d'opercula est harmonieuse autour de ce lobe, avec même, vous voyez, une artère interlobaire ici qui remonte le long de la pyramide. Encore une fois, si on a le doute avec une masse suspecte du sinus rénal, scanner. D'accord ? Donc là, ce sont les dysmorphies lobaires. Elles sont beaucoup plus rares que les dysmorphies interlobaires. D'accord ? Je termine avec la vessie. Vos objectifs, c'est l'étude de la vessie et de la prostate, entre guillemets, on va le revoir, par voie suspubienne. Ça se fait vessie pleine, pas archi-pleine. C'est pas la peine de dire au malade de boire 2 litres d'évian dans les 2 heures qui précèdent l'examen et qu'il attend 1 heure et demie en salle d'attente. Il faut simplement que la vessie, il ne faut pas que le malade ait uriné depuis 2-3 heures, c'est suffisant, en ayant bu normalement. On peut être amené à faire un calcul de résidus post-mictionnel. On va faire des coupes récurrentes en arrière de la symphyse, sonde abdominale bien entendu. Il faut bien adapter le gain et la pression de la sonde. N'oubliez pas l'artefact de répétition en arrière de la face antérieure de la vessie qui va se répéter dans l'urine vésicale et qui peut induire en erreur sur des éventuelles lésions de la paroi vésicale antérieure. La voie transrectale est non obligatoire. Elle peut donner une étude fine du plancher du trigone ou du col vésical. Ça n'est pas dans vos objectifs. D'accord ? En tout cas pour l'instant. La vessie normale, il y a le détrusor en dehors du trigone dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est au niveau du plancher en arrière de la vessie. Sa paroi doit être inférieure à 4 mm. Généralement, elle est autour de 2-3 mm d'épaisseur. Ici, 3 mm. Le trigone, lui, fait 6 mm, mais on ne le mesure pas, habituellement. On se contente du détrusor pour faire un diagnostic de lutte vésicale. Dans les obstacles sous-vésicaux, on va le revoir. Le contenu est anécogène. Il n'y a rien dedans d'anormal.
Il peut y avoir des échos de répétition antérieure, faites attention, et on peut voir aussi des échos se mobiliser dans l'urine vésicale en rapport avec les jets d'urine qui proviennent des méas urétéraux, qui contiennent des éléments urothéliaux desquamés dans l'urine qui vont renvoyer un signal en échomode B, et même en Doppler couleur, c'est l'image des jets urétéraux en Doppler couleur qui n'ont pas un grand intérêt clinique. Une variante, c'est le diverticule paraurétéral de Hutt. Quand vous avez un diverticule ou deux diverticules postérolatéraux en arrière du col vésical et en latéral, ça peut être une variante congénitale qu'on appelle le diverticule paraurétéral de Hutt, qui se trouve en arrière des méas urétéraux. En voilà un exemple ici. Donc toute image de diverticule ne correspond pas nécessairement à des signes de lutte vésicale en amont d'un obstacle cervical ou sous-cervical. D'accord? Ça peut être congénital. Alors si vous avez plein de diverticules tout autour sur la paroi vésicale, bien entendu c'est plus congénital. Quand c'est congénital, il y en a un ou deux, et c'est toujours postérolatéral. D'accord? La mesure du résidu, formule de l'ellipsoïde, vous connaissez certainement maintenant, coupe transversale, plus grand diamètre transversal, coupe longitudinale, plus grand diamètre antéro-postérieur, et plus grand diamètre crânio-caudal, sur la coupe longitudinale. Formule de l'ellipsoïde, multiplié par 0,52, ces trois dimensions vont donner un volume approximatif. Ce qui compte, c'est que vous envoyez le patient aux toilettes en fin d'examen. Il revient, vous l'allongez. Si vous avez un résidu, vous devez le renvoyer aux toilettes. S'il n'a pas fait une demi-goutte, vous ne remesurez pas le résidu. Si vous dites, ah bah oui, vous avez bien fait de m'envoyer, monsieur le docteur, j'ai pu vider encore un peu. Là, vous reprenez. Assez souvent, quand vous avez un résidu après une première miction, vous ne l'avez plus après la deuxième miction. Parce qu'un malade, il ne pisse pas exactement de la même façon dans un post-échographie que chez lui. D'accord? Donc moi, je renvoie toujours les malades une deuxième fois aux toilettes avant de dire qu'il y a un résidu. D'accord? Voilà donc une vessie parfaitement vide ici. Alors bien sûr, quand il y a une petite lame de liquide comme ça, vous ne mesurez pas. Hein. La formule est possible, n'a plus aucun intérêt. Là, il n'y a pas de résidu du tout significatif. La prostate. Un dernier mot maintenant sur les protocoles en termes d'acquisition d'images. Le rein et le périrein, vous devez faire un examen morphologique complet des deux reins et de leur loge. Leur loge, c'est bien sûr proximité immédiate du rein. Alors, ça n'a pas une collection, ça dépend du contexte. Hein. Ça va très vite. Vous devez faire une image en coupe. Alors, au minimum, vous devez rendre un document qui comporte une coupe longitudinale du rein avec sa mensuration bipolaire et une coupe transversale passant par le hile du rein. C'est le minimum sur un rein normal qu'on vous demande. 2 coupes, pas 3, 4, 2 coupes. Bien sûr, des images pathologiques s'il y a des pathologies. Pouvoir faire une coupe sur la dilatation, mais à la limite, la coupe longitudinale pourrait même suffire, sur une masse ou autre. Et c'est optionnel, ça dépend de l'indication. Un spectre, au moins un spectre artériel, imprimé avec la mesure de l'indice de résistance. C'est pas pourtant que vous n'en aurez pas mesuré 2 ou 3, vous pouvez en imprimer qu'un, celui qui a la meilleure qualité, avec la meilleure mesure de l'indice de résistance sur votre image. D'accord? Au niveau des urtères, eh bien, vous pouvez montrer que les jonctions vous allez vérifier que les jonctions urétero-vésicales sont normales s'ils ne sont pas dilatés. Vous n'êtes pas absolument obligé de prendre une image, mais c'est pas plus mal, hein. Vous pouvez prendre une image par jonction. Et bien sûr, vous prenez des images pathologiques. Les jonctions urétero-vésicales ne sont pas toujours systématiquement à explorer. On les explorera surtout dans les problèmes de lombalgie aiguë. Le bilan initial d'une insuffisance rénale, vous pouvez vous contenter des deux reins, vessie, résidus post-mictionnels, voir s'il n'y a pas une rétention d'urine, c'est tout. Vous n'allez pas avoir les jonctions urétero-vésicales. Vessie, une coupe longitudinale passant par le col, une coupe transversale doit être imprimée. Bien sûr, les images pathologiques doivent être imprimées. La mesure du résidu aussi est optionnelle. On ne fait pas systématiquement des mesures de résidus dans l'échographie, au cours d'échographie rénale et les voies urinaires.